Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la musique que les astronautes ont entendue dans l'espace. Il y a quelques années, la NASA a rendu public l'enregistrement d'une musique bizarre que les astronautes d'Apollo 10 ont déclaré avoir entendue en mai 1969, alors qu'ils survolaient la face cachée de la Lune. À ce moment-là, ils n'avaient ni plus de contact radio avec la Terre. C'était quelques mois avant que des astronautes ne posent le pied sur la surface lunaire pour la première fois. Il y avait 3 astronautes à bord: Thomas Stafford, John Young et Eugene Cernan. Les sons ont duré environ 1 heure. Les astronautes ont réussi à les enregistrer et à les transmettre au centre de contrôle de la mission à Houston. Écoutez ces sifflements. That music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? Ne ressemble-t-il pas à une sorte de musique extraterrestre? La question est donc la suivante. Les astronautes auraient-ils pu entendre une musique extraterrestre venant de l'espace? Il existe une autre explication simple et non extraterrestre à ce phénomène cosmique, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Dans l'enregistrement audio de la mission Apollo 10, on entend l'astronaute Eugene Cernan, qui pilotait le module lunaire, demander à John Young, qui pilotait le module de commande, s'il entendait le sifflement. Cernan a été le premier à qualifier ces sons de musique et à dire qu'ils étaient très étranges pour une oreille terrienne. Plus tard, lorsque les 2 astronautes ont demandé à Tom Stafford, qui se trouvait dans le module lunaire avec Cernan, s'il entendait lui aussi les sons, il a dit que oui et qu'ils étaient vraiment bizarres. Young a alors suggéré qu'ils cherchent à en apprendre davantage. Personne ne nous croira, a-t-il ajouté. Apollo 10 est la mission qui a ouvert la voie à Apollo 11, qui a permis à 2 humains de fouler le sol lunaire. Les astronautes d'Apollo 10 se sont rendus sur la Lune à bord d'un module de commande. Cependant, 2 des membres de l'équipage ont également pris place dans le module lunaire, qui leur a permis de descendre à moins de 15 km au-dessus de la surface de la Lune. La question, par conséquent, est la suivante. Auraient-ils pu entendre quelque chose venant de la Lune elle-même? Apparemment non. Il s'est avéré que le sifflement inquiétant n'était rien d'autre qu'une interférence entre les radios VHF des 2 véhicules. Il est intéressant de noter que l'astronaute d'Apollo 11, Michael Collins, a écrit plus tard dans son livre Carrying the Fire que les techniciens de la NASA l'avaient informé de l'existence de ce sifflement. Il a également ajouté que s'il n'avait pas eu connaissance de l'origine de cette musique, elle lui aurait fait très peur. En 2008, la NASA a mis en ligne les transcriptions de la transmission d'Apollo 10. Mais d'après les documents eux-mêmes, ils ont été déclassifiés en 1982. En 2012, la NASA a également mis en ligne les fichiers audio. Si vous écoutez ces fichiers, vous constaterez que les astronautes ont l'air sincèrement étonnés et déconcertés par ce qu'ils entendent. Ils y reviennent d'ailleurs à plusieurs reprises par la suite. En même temps, à aucun moment dans l'audio ou la transcription, cet incident ne fait paniquer les 3 hommes ou ne les inquiète. Certaines sources insistent particulièrement sur le fait que la musique de l'espace a commencé lorsque les astronautes se trouvèrent sur la face cachée de la Lune. Ils n'ont pas eu de contact radio ou visuel avec le centre de contrôle de la mission pendant environ 1 heure, ce qui était prévu. Même si certains documentaires ont utilisé ce moment pour créer du suspense, en disant que les astronautes étaient seuls et que personne sur Terre ne pouvait les voir ou les entendre, les narrateurs n'ont jamais expliqué pourquoi l'isolement des astronautes était un facteur important. Cet isolement n'avait aucun rapport avec les bruits et leur improbable source. Un autre élément intéressant de cette histoire est que les astronautes d'Apollo 10 n'ont jamais parlé publiquement de cet incident ni des bruits entendus. En revanche, on ne sait toujours pas s'ils en ont parlé aux ingénieurs de la NASA. Certains ont donc émis l'hypothèse que les astronautes ont souhaité montrer qu'ils avaient un psychisme à toute épreuve. S'ils avaient manifesté une perte d'assurance, ne serait-ce qu'une seule fois pendant le vol, on les aurait peut-être empêchés de continuer à faire leur métier. Quelques mois à peine après l'incroyable succès d'Apollo 11, vous savez, toute cette histoire d'un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, la NASA a envoyé une autre mission sur la Lune. Mais les choses se sont avérées plutôt périlleuses lors du lancement d'Apollo 12, qui a eu lieu en novembre 1969. Toujours porté par le triomphe du premier alunissage, la NASA a décidé de repousser les limites de l'exploration lunaire avec la mission Apollo 12, prévoyant d'atterrir sur l'océan des tempêtes, la plus grande tache sombre observable sur la Lune. Pour le premier alunissage, on avait opté pour la mer de la Tranquillité, car c'est un endroit relativement plat et uniforme. Cette fois-ci, l'objectif était de faire atterrir la navette spatiale avec encore plus de précision. Le commandant, Pete Conrad, et le pilote du module d'atterrissage, Albin, devaient en passer encore plus de temps à la surface de la Lune, avec 2 excursions de prévues.
Il leur aurait même été possible de transmettre les premières images couleurs de la Lune à nos téléviseurs. Le 14 novembre, l'équipage s'est embarqué à bord de l'imposante fusée Saturn V en Floride, pendant que le directeur de vol prenait sa place au centre de contrôle de mission de Houston. C'était la première fois qu'il dirigeait une mission, et il n'était guère préparé aux événements dramatiques qui allaient bientôt se dérouler. Près du site de lancement s'étaient produits quelques orages, de sorte que le sol était un peu détrempé et le ciel nuageux. À 11h22, l'énorme fusée blanche a commencé à décoller de la plateforme et à s'élever dans le ciel. Conrad et son équipe trépignaient d'excitation. Mais seulement 36 secondes après le décollage, quelque chose a mal tourné. Il y a eu un éclair et le courant de la fusée a été brutalement coupé. C'était proprement terrifiant, et toutes les alarmes ont commencé à retentir. L'équipage d'Apollo 12 était perplexe. Il n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Mais après quelques investigations, ils ont découvert que la fusée avait été frappée non pas une, mais 2 fois par la foudre. La bonne nouvelle, c'est que la conception de la fusée lui permettait de poursuivre sa mission malgré ce contretemps. Même s'il semblait se trouver dans une situation critique, l'ordinateur de guidage Saturn V était complètement opérationnel et est parvenu à maintenir la fusée sur le bon cap. Ils sont rapidement entrés en orbite et se sont écriés « en route vers la Lune ». 4 jours plus tard, Conrad et Bean ont réalisé un atterrissage parfait à quelques mètres de leur cible, la sonde Surveyor 3. Conrad était si excité à l'idée d'explorer la surface lunaire qu'il ne pouvait attendre de sortir. Toute l'équipe de la NASA derrière cette mission craignait que le public ait perdu tout intérêt pour le programme après Apollo 11. Mais ils avaient un plan. La première retransmission télévisée, en couleur, de la surface lunaire. 2 entreprises avaient été chargées de diffuser la mission en direct. À l'époque, c'était important, car 2 grandes chaînes se joignant à l'effort signifiaient qu'ils pouvaient atteindre des millions de personnes. Cependant, même si la NASA s'était concentrée sur la télévision comme moyen de communiquer avec le public, les astronautes n'avaient pas vraiment été formés à l'utilisation d'une caméra. Lorsque Conrad a descendu l'échelle pour atteindre la surface, il a dû ouvrir un compartiment de stockage pour en extraire la caméra de télévision. Les images étaient un peu floues et ne montraient d'abord que ses jambes, mais ce n'était tout de même pas anodin. Au bout d'un moment, Bean a surgi à côté de son coéquipier, et ils ont tous deux pris un moment pour s'immerger dans ce paysage insensé. Bean voulait s'assurer que tout le monde sur Terre puisse y participer, alors il a attrapé la caméra et tâché de l'installer sur son trépied. Mais oups, il l'a accidentellement pointée vers le soleil, et la majeure partie de l'écran s'est assombrie, à l'exception d'une tache blanche très lumineuse en haut. La faute a pas de chance, je suppose. Les astronautes et l'équipe de contrôle de mission ont eu beau essayer, ils n'ont pas été en mesure de réparer la caméra. Il semblait que ces capteurs étaient définitivement hors service. Heureusement, les chaînes de télévision avaient un plan B. Elles ont basculé vers un studio où 2 acteurs déguisés en astronautes ont rejoué la scène avec un réalisme saisissant. On a tout de même diffusé les vraies voix des astronautes, de sorte que le public a pu entendre tout ce qui se disait. L'histoire d'Apollo 12 ne s'est pas achevée une fois que les astronautes ont regagné la Terre en toute sécurité. En septembre 2002, un étrange objet spatial a été remarqué par les astronautes. Il orbitait autour de notre planète d'une manière inhabituelle. Ce qu'ils ignoraient, c'est que l'objet mystérieux était lié à la mission Apollo 12. Les scientifiques ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un astéroïde. Ils ont été surpris par cette découverte car ils pensaient que la Lune était alors le seul objet naturel en orbite autour de la Terre. Mais cet objet était tout sauf un astéroïde. Il était en fait fabriqué par l'homme. Il s'avère qu'il s'agissait de la fusée de lancement d'Apollo 12 qui avait propulsé les astronautes sur la Lune. Elle avait quitté la Terre en 1969 pour revenir 30 ans plus tard. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé pendant tout ce temps ? Baptisée Saturno 5T, la fusée avait 3 étages, chacun remplissant une fonction spécifique afin d'amener les astronautes sur la Lune. Le premier étage brûlait pendant 2 minutes et demie, les élevant à 67 km au-dessus de la surface terrestre. Le deuxième étage prenait ensuite le relais pendant 6 minutes, les propulsant toujours plus vite et plus haut. Enfin, le troisième étage fournissait une brève combustion, permettant de placer le vaisseau spatial en orbite. Une fois cela accompli, il enclenchait une nouvelle combustion pour envoyer la fusée et son équipage vers la Lune. Après quoi, ce troisième étage était censé être largué en toute sécurité. Du moins, c'est ce que tout le monde escomptait. Cependant,
Lors de la mission Apollo 12, les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu au moment du largage. Pour se débarrasser du troisième étage d'Apollo 12, la NASA a dû le programmer pour qu'il suive une trajectoire spécifique afin de rencontrer la Lune. Mais leurs calculs initiaux auraient dirigé le troisième étage de la fusée du mauvais côté. Ils ont donc dû ajuster son angle et sa vitesse. Heureusement, le troisième étage disposait de petits propulseurs pour l'aider à se retourner, bien que les spécialistes aient dû ajuster leur plan. Cela n'a pas gaspillé trop d'énergie puisqu'ils s'y sont pris assez tôt. Quand est venu le moment de laisser partir cette troisième partie de la fusée, l'équipage atteignait déjà une vitesse record. Pour s'assurer que cette section termine au bon endroit, ils ont juste eu à la ralentir un peu. Facile, pourrait-on se dire. Pourtant, une fois de plus, les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu. En réalité, le système de suivi de la NASA a connu quelques avaries lorsqu'ils ont lancé cette fusée. Il se trouve que le système était déréglé, ce qui les a amenés à ralentir excessivement l'engin d'environ 40 km/h. Cette petite erreur a fini par affecter sa trajectoire initiale. À un moment donné, elle a fini par atteindre le point de Lagrange L1, qui est un point donné dans l'espace où les forces gravitationnelles de la Terre et du Soleil s'équilibrent. Le plan pour cette troisième partie de la fusée était de l'envoyer sur une trajectoire par-delà notre planète et de la laisser orbiter autour du Soleil. Ça aurait été notre pari le plus sûr, garantissant qu'elle n'affecterait pas les futures missions vers la Lune en percutant accidentellement d'autres engins spatiaux. Mais en raison d'erreurs de calcul, ce moteur malchanceux a tout de même fini par voyager autour du Soleil, mais selon un motif improbable, à l'intérieur de l'orbite même de la Terre, autour de son étoile. Il a fallu plus de 30 ans pour que cet objet inhabituel soit ramené dans l'orbite de notre planète, en la croisant à nouveau au point de Lagrange L1. Une fois ce point atteint, il a commencé à tourner autour de la Terre, en suivant une trajectoire très inhabituelle. Pour finalement identifier la fusée, les scientifiques ont effectué une spectroscopie. Cette technique leur a permis d'identifier le type de matériaux contenus dans l'objet. En bref, ils ont été capables de déterminer la composition de la fusée en étudiant la façon dont elle réfléchissait la lumière. Et il ne leur a pas fallu longtemps avant de réaliser que ce qu'ils observaient était un type spécifique de peinture blanche utilisée pour recouvrir les fusées de la NASA. La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024,
Des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques. L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Alpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA. Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours,
il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GERATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Cette année, avant le mois de septembre, une étoile de la constellation de la couronne boréale explosera. Et dans l'hémisphère nord, nous pourrons la voir à l'œil nu. Il s'agit de T Coronae Borealis, une étoile naine blanche située à 3000 années-lumière de notre système solaire. Elle se transformera en nova. Nous en parlerons un peu plus loin, au printemps ou en été. Même si cet événement est prévisible, puisqu'il se produit tous les 80 ans, il n'en reste pas moins qu'on ne peut y assister qu'une seule fois dans sa vie, quand on est un être humain. T Coronae Borealis n'est pas une étoile ordinaire. Il s'agit en fait d'une étoile binaire, c'est-à-dire de 2 étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Cette paire d'étoiles est incroyablement spéciale. Il arrive que les 2 étoiles augmentent leur luminosité au point d'être visibles depuis la Terre. L'étoile naine blanche est la plus massive des 2. Mais le plus étonnant, c'est qu'elle pourrait contenir la même masse que le Soleil dans un volume équivalent à celui de la Terre. L'étoile qui l'accompagne, une géante rouge vieillissante, s'est déjà tellement développée qu'elle déverse désormais sa matière sur la naine blanche. Le moment est donc arrivé. Ces 2 étoiles vont à nouveau exploser. Leur luminosité passera de la magnitude 11 à la magnitude 2. En astronomie, la magnitude est utilisée pour mesurer l'éclat d'une étoile ou d'un autre objet céleste. Plus l'étoile est brillante, plus le nombre attribué à la magnitude est faible. Dans le cas qui nous occupe, cela signifie que nous pourrons voir l'étoile à l'œil nu, même dans un ciel pollué par la lumière artificielle. Actuellement, nous ne pouvons voir cette belle binaire qu'avec des jumelles dans un ciel complètement noir. Après l'explosion, T Coronae Borealis deviendra l'étoile la plus brillante de la constellation de la couronne boréale pendant quelques jours, avant de s'éteindre progressivement. Cet événement ne doit pas être confondu avec une supernova. Lors d'une supernova, le cœur de l'étoile s'effondre, ce qui entraîne sa destruction complète. Cela ne peut arriver qu'à une étoile dont la masse est 8 fois supérieure à celle du Soleil. Au lieu de disparaître à jamais dans un éclair de lumière aveuglant, T Coronae Borealis connaîtra une nova, c'est-à-dire une explosion de surface, qui projettera de la matière dans l'espace sans pour autant détruire l'étoile elle-même. De telles novas récurrentes se produisent à intervalles réguliers. Autrefois, les astronomes appelaient T Coronae Borealis l'étoile de feu. Les dernières fois qu'elle a explosé, c'était en 1866, puis en 1946. Les astronomes de la NASA pensent qu'elle explosera à nouveau avant le mois de septembre de cette année. La constellation de la couronne boréale est l'une des plus belles qui soit. Il s'agit d'un demi-cercle incurvé composé de 7 étoiles, facile à observer en avril. Sortez 2 heures après la tombée de la nuit et regardez vers l'est-nord-est. Une fois que vous avez trouvé la Grande Ourse, utilisez la courbe de sa poignée pour aller de l'arc à Arcturus et vous trouverez l'étoile brillante de la constellation du Bouvier à l'est. Si vous descendez en diagonale jusqu'à l'horizon est-nord-est, vous apercevrez la couronne boréale. Si vous souhaitez observer l'illumination de T Coronae Borealis, il est conseillé de vous familiariser avec la région et les étoiles de la constellation dans laquelle elle se trouve. Une fois l'événement commencé, vous pourrez comparer son éclat à celui des autres étoiles et l'observer sans utiliser d'appareils sophistiqués. Une nova est une explosion soudaine et de courte durée impliquant une étoile compacte de la taille de la Terre ou un peu plus grosse.
L'explosion provient d'une naine blanche qui tourne très près d'une étoile normale, si près qu'un flux de gaz s'écoule entre elles. Ce gaz commence à s'accumuler jusqu'à former une couche à la surface de la naine blanche. Il atteint alors un stade où il provoque une explosion thermonucléaire incontrôlée. Selon les astronomes, une 50aine de novas se produisent chaque année dans notre galaxie, mais toutes ne sont pas visibles. Le Fermi Gamma Ray Space Telescope de la NASA a observé plusieurs novas ayant eu lieu dans notre voisinage, à l'échelle de l'univers, bien sûr. Ils ont découvert que ces explosions produisaient des rayons gamma. Il s'agit de la forme la plus énergétique de la lumière. Les chercheurs pensent également que ces rayons gamma résultent de collisions entre de nombreuses ondes de choc, qui s'échappent du site de l'explosion dans une coquille de débris en expansion rapide. Maintenant que nous avons parlé des novas, il est temps d'aborder un sujet beaucoup plus spectaculaire, les supernovas. Il s'agit de la plus puissante explosion à laquelle l'homme puisse assister, une gigantesque déflagration accompagnée d'une illumination incroyable et brève. Une supernova est en quelque sorte le bouquet final d'une étoile massive qui s'éteint. Cela peut arriver aux étoiles dont la masse est au moins 5 fois supérieure à celle de notre Soleil. Lorsqu'elles approchent de la fin de leur vie, elles s'éteignent avec un énorme boom. Les étoiles massives brûlent d'incroyables quantités de combustible nucléaire en leur sein, produisant des tonnes d'énergie. Cela donne à leur cœur une chaleur phénoménale. Cette chaleur génère une pression qui empêche ces étoiles de s'effondrer. Mais toute étoile est en équilibre entre deux forces opposées. Sa gravité tente de la comprimer en une boule minuscule et serrée, tandis que le combustible nucléaire, qui brûle au cœur de l'étoile, produit une puissante pression vers l'extérieur. Lorsqu'une étoile géante commence à manquer de combustible, elle commence à se refroidir. La pression diminue et la gravité l'emporte. L'étoile s'effondre. Cet objet énorme, dont la masse est des millions de fois supérieure à celle de la Terre, implose en l'espace de 15 secondes. Il n'est pas étonnant que ce processus rapide produise d'énormes ondes de choc. Elles font éclater les couches extérieures de l'étoile. Finalement, il ne reste plus qu'un noyau incroyablement dense, en plus d'un nuage croissant de gaz chaud appelé nébuleuse. Un trou noir, l'objet le plus dense de l'univers, est le résultat de la supernova d'une étoile environ 10 fois plus massive que notre Soleil. Il existe un autre type de supernova qui se produit généralement dans les systèmes où deux étoiles gravitent l'une autour de l'autre, et où au moins l'une d'entre elles est une naine blanche de la taille de notre planète. Si une telle étoile entre en collision avec un autre astre, ou si elle tire trop de matière de sa voisine, elle peut exploser en supernova. Les supernovas sont souvent si brillantes qu'elles peuvent éclipser la lumière combinée de galaxies entières pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Les supernovas ne sont pas courantes. Les astronomes pensent qu'il n'y en a que quelques-unes par siècle dans des galaxies comme la nôtre. Mais comme l'univers contient un très grand nombre de galaxies, nous pouvons observer quelques centaines de supernovas chaque année hors de la Voie lactée. Malheureusement, la poussière spatiale nous empêche de voir la plupart des supernovas les plus proches de nous. Bételgeuse, une géante rouge au stade avancé, a explosé en 2019. Mais ce n'était pas l'événement que nous nous attendions à voir. Cette étoile, située dans la constellation d'Orion, est énorme. Si grande que si nous la déplacions au milieu de notre système solaire, son bord extérieur irait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Lorsque Bételgeuse approchera de sa fin, elle explosera en une supernova d'une luminosité stupéfiante, visible sur Terre même pendant la journée. Cette explosion pourrait se produire dès demain ou dans des centaines de milliers d'années. Inutile donc de retenir votre souffle. Mais alors, que s'est-il passé en 2019 ? Les astronomes ont remarqué que l'étoile s'affaiblissait. Ils se sont dit qu'il s'agissait des prémices du grand spectacle. Mais au lieu de cela, Bételgeuse est redevenue normale quelques mois plus tard. Une analyse plus poussée a révélé que l'étoile ne s'était pas assombrie. Si nous en avions l'impression, c'est parce que nous l'observions au travers d'un nuage de débris stellaires. Au même moment, la quantité de lumière dans la photosphère de Bételgeuse s'est accrue, comme si une explosion massive de matière avait eu lieu à la surface de l'étoile. Des événements de ce type se produisent en permanence sur le Soleil, en particulier lorsque l'activité de notre étoile est élevée. Des morceaux de la surface du Soleil s'en mêlent et se détachent. C'est ce qu'on appelle les éjections de masse coronale. Elles n'endommagent pas notre planète, mais elles peuvent perturber les satellites et les équipements électriques. Pour en revenir à Bételgeuse, nous n'avons jamais vu une éjection de masse aussi importante à la surface d'une étoile. Il s'agit d'un phénomène nouveau que nous pouvons observer directement et que nous pouvons même voir en détail grâce au télescope Hubble. Selon les astronomes, nous assistons pour la première fois en direct à l'évolution d'une étoile.
Des explosions étranges aux teintes bleues vives surgissent ça et là dans l'univers, captivant l'attention des astronomes. Ce phénomène rare et d'une puissance exceptionnelle porte un nom savant: transitoire, optique, bleu rapide. Curieusement, ce phénomène ne se comporte comme rien de ce que nous connaissons. Et les choses ont pris une tournure encore plus inattendue lorsque le dernier en date s'est produit dans une région improbable. Pour bien saisir ce qui s'est passé l'an dernier, il nous faut de remonter un peu dans le temps. Ce type d'explosion inhabituelle a été observé pour la première fois en juin 2018. L'éruption bleue, située à environ 200 millions d'années-lumière de la Terre, a été surnommée The Cow. Bien entendu, cet événement n'avait rien à voir avec une vache, mais il présentait une configuration insolite. À l'époque, cette explosion se distinguait comme l'événement le plus asymétrique jamais détecté par les astronomes, se déployant dans l'espace sous une forme aplatie semblable à celle d'une crêpe, contrairement à la forme sphérique attendue. Ce phénomène rappelle une supernova, une explosion cosmique courante qui survient lorsqu'une étoile épuise son carburant nucléaire et s'effondre sous sa propre gravité. Cependant, les chercheurs ont relevé 3 distinctions majeures. Premièrement, ce phénomène est bien plus puissant qu'une supernova ordinaire. Lorsqu'il se manifeste, l'éclair bleu libère plus d'énergie qu'une galaxie entière composée de centaines de milliards d'étoiles comparables au Soleil. Deuxièmement, il est beaucoup plus rapide. L'explosion atteint sa luminosité maximale et disparaît en quelques jours, alors qu'une supernova peut nécessiter des semaines, voire des mois, pour disparaître complètement. Enfin, troisième différence, ces éclats bleus peuvent être d'une luminosité bien plus intense. Ces objets énigmatiques sont considérés comme le phénomène optique le plus lumineux connu dans l'univers. Mais contrairement à une supernova classique, il semble qu'aucun élément radioactif ne soit à l'origine de cette brillance. Cela implique donc que l'énergie provient d'une autre source. Mais la question demeure, de quelle source s'agit-il ? Les scientifiques sont encore loin d'avoir percé tous les mystères entourant ce phénomène. Depuis qu'il a été observé pour la première fois, des investigations approfondies sont en cours, et 15 télescopes à travers le monde scrutent en permanence le ciel pour le détecter. Depuis 2018, ces explosions extrêmes ont été observées environ une fois par an. Ainsi, bien qu'elles soient rares, elles ne sont pas aussi exceptionnelles qu'on pourrait le penser. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer l'existence de ces transitoires optiques rapides. La plus plausible est qu'il s'agirait d'un résidu stellaire. Autrement dit, ce qui subsiste lorsqu'une étoile arrive à la fin de son cycle. Les 2 principaux candidats sont une étoile à neutrons, ou un trou noir, émettant des radiations à des vitesses proches de celles de la lumière. La théorie suggère qu'il s'agirait d'une étoile massive, bien plus imposante que celle qui donne naissance aux supernovas habituelles. Au moment où cette étoile commence à s'effondrer, il serait logique qu'elle laisse un trou noir derrière elle. Si cette étoile gigantesque refuse de quitter l'univers discrètement, elle pourrait former un disque d'accrétion tourbillonnant autour du trou noir, constitué de gaz, de poussière et d'autres matières. Ce disque pourrait projeter des jets de matière à des vitesses extrêmement élevées, semblables à de puissants jets cosmiques. Cela pourrait correspondre précisément à ce que nous observons sous la forme de ces brusques éruptions lumineuses. Cependant, cela reste une théorie parmi d'autres. La véritable cause de ces explosions demeure un mystère, nécessitant encore de nombreuses observations et analyses. Les chercheurs considèrent que comprendre un tel phénomène représente une véritable aubaine, car il s'agit là d'un résidu stellaire loin d'être inactif, mais au contraire en pleine effervescence. Depuis que ce phénomène a été repéré pour la première fois, toutes les occurrences similaires observées par nos télescopes se sont produites dans le même type de région. Autrement dit, ces explosions avaient toujours lieu dans les bras spiraux de différentes galaxies. Cependant, l'année dernière, la situation a changé. En avril 2023, le télescope spatial Hubble a surpris les scientifiques en capturant des images de ce même type d'explosion inhabituelle. Mais cette fois-ci, en plein milieu de l'espace intergalactique. Contrairement aux attentes, cette explosion ne s'est pas produite à l'intérieur d'une galaxie, mais dans l'espace entre 2 d'entre elles, à environ 50 000 années-lumière d'une grande galaxie spirale et à 15 000 années-lumière d'une plus petite. Cet événement a été baptisé The Finch. C'est bien notre veine. Alors que nous commencions à entrevoir des réponses, l'apparition du phénomène Finch dans une localisation aussi inattendue est venue bouleverser nos certitudes. Il se pourrait donc qu'il existe une autre explication.
Suite à cette découverte, les spéculations ont rapidement émergé. L'une des hypothèses avancées suggère qu'il pourrait s'agir d'une collision entre deux étoiles à neutrons se déplaçant loin de leur galaxie d'origine. Ces deux astres auraient pu s'attirer en spirale pendant des milliards d'années avant d'entrer en collision. Lors de cette collision, elles auraient tant que produit une explosion 100 fois plus lumineuse qu'une supernova classique. Pour valider cette hypothèse, l'une des étoiles à neutrons devrait posséder un champ magnétique très puissant, ce qui amplifierait l'explosion. Une autre possibilité envisagée est que l'explosion résulte d'une étoile déchirée par un trou noir dont la masse représenterait entre 100 et 1000 fois celle du Soleil. Bien que de nombreuses questions demeuraient sans réponse, une chose est certaine. Le Finch est bel et bien un transitoire optique bleu rapide. Hormis l'emplacement inhabituel de son apparition, ce phénomène présente toutes les caractéristiques requises pour être classé ainsi. Une luminosité exceptionnelle et une vitesse fulgurante, avec une origine encore extrêmement difficile à élucider. Par ailleurs, les observations des télescopes Gemini South, de l'Observatoire de rayons X Chandra et du radiotélescope Very Large Array ont confirmé cette classification. L'ajout de ces nouvelles données ne fait que compliquer davantage les efforts des chercheurs pour discerner un éventuel schéma dans cet ensemble de phénomènes. Le Finch n'est pas le seul phénomène inhabituel de cette catégorie. Revenons un an en arrière, en 2022. Une explosion bleue a été détectée en septembre, et elle a été surnommée le diable de Tasmanie. Comme les autres événements similaires, cette explosion bleue est apparue et s'est estompée très rapidement. Puis, un événement mystérieux s'est produit. Exactement 100 jours plus tard, les observateurs qui continuaient à suivre le phénomène ont eu droit à un cadeau de Noël anticipé, une nouvelle éruption, aussi brillante et fascinante que la première. Incroyable. Cela signifie que nous parlons de deux explosions étranges et similaires, survenues au même endroit et dans un laps de temps rapproché. C'était une première dans le domaine. Très vite, 13 télescopes à travers le monde, dont l'un équipé d'une caméra à haute vitesse, se sont focalisés sur le phénomène du diable de Tasmanie. En l'espace de 120 jours, ils ont réussi à capturer 14 autres impulsions lumineuses irrégulières. Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il prouve que, loin de se manifester une seule fois pour disparaître comme prévu, le diable de Tasmanie a continué à émettre des explosions d'énergie comparables à celles d'une supernova, à maintes reprises. Imaginez une telle puissance. Ce scénario continue de captiver la communauté scientifique, car il repousse les limites de la physique. Non seulement en raison de cette production d'énergie extrême, mais aussi à cause des éclats de courte durée. Pour vous donner une idée, ces éruptions lumineuses durent de 10 minutes à environ 4 heures. Et croyez-moi, à l'échelle de l'univers, c'est prodigieusement rapide. C'est la seule fois qu'une saison prolongée de cet événement a été observée. Toutefois, après réflexion, les avis au sein de la communauté scientifique sont partagés. D'un côté, certains pensent que le diable de Tasmanie pourrait être un événement totalement unique. De l'autre, il est possible que ce soit simplement la première fois que nos télescopes l'ont observé sous un angle aussi direct. Pour approfondir notre compréhension de ce phénomène, les scientifiques ont besoin d'étudier un plus grand nombre d'échantillons. Tous les espoirs reposent comme désormais sur le futur observatoire Vera C. Rubin, en cours de construction au Chili. Il sera équipé d'un télescope de 8 mètres de diamètre et de la plus grande caméra numérique jamais conçue pour ce type d'observation. Selon la NASA, cette technologie pourrait enfin apporter des réponses sur ces mystérieuses explosions bleues. Nous avons de quoi nous réjouir, car cela pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère dans notre compréhension de l'évolution stellaire. Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé.
ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée. Un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il nie pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait? Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Les scientifiques ne sont pas certains de comment cet hexagone s'est formé ni pourquoi. Ils pensent que cela pourrait être dû à des vitesses de vent variables. Ou peut-être est-il façonné par un jet stream localisé, lent et sinueux. Pour le moment,
il demeure un autre des mystères de Saturne. Tout comme l'hexagone de Saturne, Jupiter a aussi sa propre tache étrange. On l'appelle la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête qui fait rage depuis au moins 350 ans et qui est à plus grande que la Terre elle-même. Malgré son nom, la couleur de ce point a varié au fil des ans, allant du rouge brique au rose saumon pâle. Les scientifiques continuent d'étudier cette tempête tenace, perçant les mystères de sa persistance et de ses volutes changeantes. Sur le plan météorologique, la Grande Tache Rouge est un véritable épicentre. Elle génère une énorme pression dans l'hémisphère sud de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter elle-même n'est pas en reste en ce qui concerne les champs magnétiques. Son influence est colossale. Elle s'étend bien au-delà de la planète elle-même et crée l'un des champs magnétiques les plus vastes et les plus puissants de notre système solaire. À cause de cela, Jupiter est une source de radiation intense et de fascinantes aurores, alors que les aurores boréales de la Terre sont à couper le souffle. Jupiter a aussi quelque chose à offrir. Son champ magnétique interagit avec les particules chargées provenant des lunes de Jupiter et du vent solaire. Cela crée des aurores visuellement frappantes au niveau de ses pôles. Cependant, par rapport à la Terre, l'échelle de ces aurores est phénoménale. Rien de comparable à ce que nous observons sur notre planète. Mais même ce type de grande tache n'est pas une caractéristique unique au sein de notre système solaire. La géante orageuse, Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes du Soleil, a aussi sa propre grande tache sombre. Tout comme avec Jupiter, c'est un immense vortex au beau milieu de l'atmosphère de Neptune. Mais contrairement à son homologue jupitérienne, cette tache a tendance à apparaître et disparaître en raison de la météo dynamique et extrêmement changeante de Neptune. Neptune, tout comme Uranus, est une autre géante glacée. Et tout comme les autres géantes, elle possède certains des vents les plus violents de notre système solaire. Ces courants supersoniques peuvent atteindre une vitesse supérieure à 1900 km/h. Et oui, ça ne rigole pas. Mais cela explique ces épaisses formations nuageuses. Au fait, si vous avez déjà rêvé d'une planète où il pleut des diamants, vous pourriez être intéressé par cette planète. Profondément dans l'atmosphère de Neptune, où les pressions sont extrêmes, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les atomes de carbone seraient si comprimés qu'ils en forment des diamants. Ces diamants pourraient ensuite s'abattre comme une pluie. Quelle touche unique pour un bel orage! Les lunes de Neptune ont hérité de leurs parents cette météo étrange. Par exemple, sa plus grande lune, Triton, présente une touche de cryovolcanisme. Au lieu de vomir des roches en fusion comme les volcans terrestres, les cryovolcans de Triton éclatent avec un mélange d'eau, d'ammoniac et d'azote. Cela s'apparente à des geysers de glace projetant leur matière dans l'espace. On dirait que, dans notre seul système solaire, chaque planète a ses propres particularités fascinantes. Espérons que nous découvrirons d'autres choses intéressantes dans l'espace avoisinant à l'avenir. Le champ magnétique de la Terre cache une histoire fascinante. Il s'avère qu'il s'affaiblit jour après jour. À vrai dire, cela se produit depuis les 3000 dernières années. Et si cette tendance se poursuit, nous pourrions bien en pâtir d'ici un millénaire. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, imaginez ceci. Le nord magnétique devient le sud, et vice-versa. Ça semble dingue, non? Lorsque cela se produit, le bouclier magnétique qui protège notre planète peut s'affaiblir, permettant à davantage de rayons cosmiques de nous frapper. Ces particules cosmiques à haute énergie peuvent causer des dysfonctionnements dans l'électronique de nos satellites et entraîner toutes sortes de catastrophes. La dernière fois qu'un tel renversement de polarité s'est produit, c'était il y a 772 000 à 774 000 ans. Heureusement, l'humanité peut compter sur ses membres les plus intelligents pour s'intéresser à l'histoire du champ magnétique terrestre. On prélève des carottes de sédiments du plancher océanique et on étudie la magnétisation des fossiles afin de déterminer quand ces bouleversements se sont produits dans le passé et quand ils pourraient se produire à nouveau. Un autre groupe de chercheurs étudie l'anomalie de l'Atlantique Sud. Une vaste région où le champ magnétique terrestre est environ 3 fois plus faible qu'il ne l'est au pôle. En utilisant les données de plusieurs satellites, ils tentent de déterminer ce qui cause cette anomalie et comment celle-ci pourrait évoluer à l'avenir. Cela pourrait nous donner un aperçu de la façon dont un champ magnétique affaibli peut affecter nos satellites et notre planète. Certes, notre génération ne sera pas là pour témoigner de ces changements,
Mais cela nous fait tout de même nous demander à quoi cette planète pourrait ressembler à l'envers, magnétiquement parlant, bien entendu. Les astronomes de la NASA ont également annoncé que dans 4 milliards d'années, notre galaxie de la Voie lactée connaîtrait un éclat spectaculaire. Après une collision cosmique qui chamboulera tout. On ne parle pas là d'un petit accrochage sans conséquence, mais d'une collision titanesque avec notre voisine, la galaxie d'Andromède. L'humanité devra bien se cramponner au plancher des vaches pour celle-ci, car notre Soleil pourrait être projeté dans une nouvelle région de la galaxie. Toutefois, la Terre et notre système solaire ne devraient pas être sérieusement affectés. Ça semble difficile à croire. Alors, comment cela se fait-il ? Le télescope spatial Hubble a effectué des mesures rigoureuses des mouvements d'Andromède. Bien que les galaxies soient destinées à se percuter, les étoiles à l'intérieur de chacune sont si éloignées les unes des autres qu'elles ne devraient pas entrer en collision avec d'autres étoiles au cours de l'événement. Néanmoins, les étoiles seront projetées dans différentes orbites autour de los nouveaux centros galactiques. Selon les simulations, notre système solaire sera probablement éjecté beaucoup plus loin du noyau galactique qu'il ne l'est aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez ranger vos télescopes. Nul besoin de compter les années. Cet événement est prévu d'ici environ 4 milliards d'années. Donc les chances pour nous d'y assister sont inexistantes. Saturne perd ses anneaux. Heureusement, nous ne serons pas là pour assister à ce triste événement non plus. Apparemment, ces anneaux, sous l'influence du champ magnétique de Saturne, sont attirés vers elle sous la forme de pluie de particules de glace. Selon les recherches de la NASA, cette pluie d'anneaux draine une quantité d'eau qui pourrait remplir une piscine olympique toutes les demi-heures. L'ensemble du système des anneaux de Saturne aura probablement disparu d'ici 300 millions d'années. Les scientifiques pensent que nous sommes plutôt chanceux de pouvoir observer les anneaux de Saturne à l'heure actuelle, car ils semblent être au milieu de leur durée de vie. Mais si vous considérez que les anneaux qui orbitent autour des planètes sont tous temporaires, il y a donc une chance que nous ayons simplement manqué les majestueux anneaux de Jupiter, ou ceux d'Uranus et de Neptune. Ces planètes n'ont aujourd'hui que de minces annelés autour d'elles. Les scientifiques débattent depuis longtemps pour savoir si Saturne a été formé avec ses anneaux ou si la planète les a acquis plus tard dans son existence. De nouvelles recherches tendent à favoriser le second scénario, indiquant qu'ils sont peu susceptibles d'avoir plus de 100 millions d'années, alors que Saturne elle-même en a environ 4,5 milliards. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'apparition de ces anneaux en premier lieu ? Eh bien, il existe quelques théories. L'une d'entre elles suggère que les anneaux auraient pu se former lorsque de petits satellites glacés en orbite autour de Saturne sont entrés en collision. Peut-être parce que leurs orbites avaient été perturbées par l'attraction gravitationnelle d'un astéroïde ou d'une comète de passage. Qui sait à quoi les humains pourraient ressembler à l'avenir ? Il est peu probable que nous observions des changements majeurs de notre vivant. Mais faisons un petit bond dans le futur et réfléchissons à ce que nous pourrions devenir. Deviendrons-nous des cyborgs avec toutes sortes d'implantes cybernétiques. Nous métamorphoserons-nous en une espèce hybride d'êtres biologiques et artificiels. Pour comprendre notre évolution future, nous devons jeter un coup d'œil à notre passé. Il y a 1 million d'années, l'Homo sapiens n'existait même pas. Il y avait bien quelques espèces similaires, comme l'homme de Néandertal. Si l'on se projette jusqu'à aujourd'hui, les humains sont devenus plus grands et plus robustes. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous deviendrons plus petits pour économiser l'énergie, car on prévoit que notre planète sera de plus en plus peuplée. En parlant de planètes surpeuplées, vivre dans ces nouvelles conditions signifie que nous devrons nous adapter, et rapidement. Nous interagissons constamment avec énormément de monde. Et se souvenir des noms de chacun devient une compétence cruciale. Heureusement, la technologie pourrait nous aider avec des implants cérébraux qui amélioreront notre mémoire. À l'avenir, nous pourrions également arborer des technologies plus voyantes, qui feront partie intégrante de notre apparence. Imaginez avoir un œil bionique avec une caméra capable de visualiser différentes longueurs d'onde. Bien que prédire 1 million d'années dans le futur ne soit que pure spéculation, nous pouvons utiliser la bioinformatique pour effectuer quelques prévisions sur notre avenir proche. Les tendances démographiques suggèrent que les zones urbaines connaîtront une plus grande diversité génétique, tandis que les zones rurales deviendront de moins en moins diversifiées. Et qu'en est-il de l'espace ? Si nous finissons par coloniser Mars, nos corps pourraient être altérés par la faible gravité.
peut-être développerons-nous des bras et des jambes plus longs, ou même des poils isolants, comme nos cousins néandertaliens. Dans le futur, notre Lune va aussi subir quelques changements dramatiques. Nous n'y assisterons pas non plus de notre vivant. D'ici environ 5 milliards d'années, ce coin de l'univers va connaître des changements majeurs. Pour l'instant, notre Soleil est tranquillement dans sa phase de séquence principale. Il brûle simplement de l'hydrogène comme si de rien n'était. À l'avenir, pendant sa phase de géante rouge, le Soleil va gonfler comme une baudruche, jusqu'à ce que son atmosphère atteigne et engloutisse notre chère Terre et sa Lune. Notre satellite naturel, qui s'éloigne déjà de la Terre, sera profondément perturbé par l'influence du Soleil. Son orbite sera si chamboulée qu'il finira plus proche de la Terre pendant la phase de nouvelle Lune que pendant la pleine Lune. Et ce n'est pas le pire. Si on la laisse seule, la Lune continuera à s'éloigner de la Terre jusqu'à ce qu'elle ait besoin de près de 50 jours pour nous orbiter. À mesure que le Soleil poursuivra son propre voyage, son atmosphère impactera la Lune et provoquera la dégradation de son orbite. En bout de compte, la Lune sera pulvérisée en un magnifique anneau de débris gravitant autour de la Terre. Nous parlons ici de toutes ces montagnes, de ces cratères et même des empreintes de pas et autres drapeaux que nous y avons laissés, tous dispersés à travers le champ de débris. Il y a une chance que le Soleil perde assez de masse pour épargner la Terre et la Lune d'une annihilation totale. Ou bien, si nous sommes vraiment chanceux, le Soleil perdra 20% de sa masse et nous serons sains et saufs. Tout cela n'est pour l'instant que théorie, car nous n'avons jamais observé d'étoiles géantes rouges pendant cette phase. L'univers lui-même pourrait un jour devenir complètement sombre. Les scientifiques ne peuvent pas le prédire avec une absolue certitude, mais ils peuvent émettre quelques suppositions. Actuellement, notre univers est vieux de 13,77 milliards d'années, et il continue de produire de nouvelles étoiles de droite à gauche. On dit que finalement, après environ 1000 milliards d'années, la dernière étoile naîtra. Cette ultime étoile sera petite, une naine rouge, à peine une fraction de la taille de notre Soleil. Ces étoiles sont des championnes en matière de longévité. Elles sirotent lentement leur hydrogène pour alimenter la réaction de fusion de leur noyau. Mais même ces dernières ne peuvent pas durer éternellement. Avances rapidement environ 100 000 milliards d'années, et la dernière lumière s'éteindra. L'univers sera alors sombre et solitaire, mais heureusement, nous ne serons pas là pour toute votre s'évanouir. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre. Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant.
En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage. En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois.
Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Les mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps.